Hotep, Wote, D'accord. Tata, bon dia, et quoi bon? Hotep à tous et à toutes. Tout le monde va bien? On va laisser encore une minute aux, aux autres pour se connecter. Alors la dernière fois, on avait abordé brièvement l'une des divinités de la mythologie héliopolitaine qui était issue de l'Énéade. Je veux parler d'Isis, mais on avait vu que Isis c'était le nom grec, c'était plutôt Acéta. Et on avait vu quelle était son iconographie et ce qu'elle représentait pour le royaume de Kemet. Et bien plus encore, puisque on avait commencé à voir que son culte s'était un peu exporté en Afrique et puis après dans le monde, surtout dans le monde, je dirais même indo-européen. Mais on reviendra sur Isis parce que, un peu comme on l'a vu pour Osir, c'est des pans entiers de la philosophie égypto-nubienne qui sont assez denses et assez riches et on n'aura jamais fini de les étudier. On ne fait, nous, que aborder le sujet pour que vous ayez quelques clés de connaissances et voir même après, si vous voulez approfondir, euh, des clés pour entrer dans cet univers-là qui est assez vaste. Bon, nous, on y va par petits bouts, juste pour vous sensibiliser, vous initier aux choses. Donc, bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour Todd. Bonjour Euh, Zach. mon frère va arriver parce que on s'est levé un peu tard hier. On a eu une compétition de judo. Il arrive. Ah, bah c'est bien. Non, non, il n'y a pas de souci, on n'a pas encore vraiment démarré. Je faisais juste un petit rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, bienvenue au TEP à tous. D'accord. Ayega. Ikwa, bon. Au TEP Jaiden, au TEP Naili, Janiya, Alex, Charis, Eva, Willy aussi est là. C'est bien, c'est super. Alors aujourd'hui, on va aborder une des divinités ou un concept assez important aussi, même s'il est souvent décrié, il est considéré comme le méchant. Vous savez, il y a toujours un méchant et un gentil hein, dans la vie, dans les différentes dimensions, on va dire, que ce soit cosmique ou tellurique, il y a toujours un méchant et un gentil. Et aujourd'hui, après avoir vu euh, le volet des bons, notamment Osir, on va voir le côté un peu plus sombre euh, de la personnalité des divinités, notamment c'est sur cette qu'on va travailler aujourd'hui. Alors on va y travailler un peu comme on travaille les autres sujets. On va juste voir comment on fait pour le reconnaître, qu'est-ce qui le symbolise, comment on lit son nom. On va faire un petit exercice de lecture de son nom, puisque la dernière fois quand on avait lu Ouzir, ça vous avait intéressé. On va essayer de regarder les, les symboles qui permettent de lire son nom.
et voir ce que ça représente sur le plan des médules monétaires, des objets qui permettent des signes objets qui permettent de sortir un son, hein, parce que c'est comme ça que les anciens Égyptiens ont écrit dans la pierre leur langue. Donc on verra ça rapidement. On verra comment Seth est né, hein, sa naissance, qui était un peu bizarre, un peu tumultueux. Quelques lieux de culte, là où on fait un culte à Seth. Et puis, Seth, normalement, comment il est représenté dans certains jeux. On verra juste à la fin. Parce que je vous dis aussi que maintenant, lorsque vous regardez soit des dessins animés, des Marvel, euh, voilà, des films un peu mythologiques, vous aurez un peu plus de références, vous aurez de plus en plus de références en fait, hein, puisque l'imaginaire égypto-nubien a traversé vraiment les frontières de l'Afrique et a inondé un peu le monde, hein. Donc voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, je pense, hein, vous voyez l'iconographie de 7, hein, vous me dites si vous le voyez. Donc on est en direct. Donc est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ouais, vous voyez mon écran. Alors, mais avant de vraiment démarrer, est-ce que vous avez une question sur Aceta par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois? Euh, Est-ce que vous avez une question? Non. Non, ça va? Ok. Bon, ben on va attaquer ce qu'on peut considérer comme l'un de ses frères, hein, ou demi-frère, on va dire. Mais bon, en Afrique, on dit frère. Qui est Seth? Alors, qui est Seth pour vous? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Seth? Oui. Euh, qui est-il? Comment on peut le définir simplement? Hein, qui est-ce qui veut m'en parler? Il est perfide. Moi, je veux bien. Alors, il y a quelqu'un qui a commencé, donc c'est Charis, et après, Toth veut bien. Donc, on va commencer par Charis, qui a sorti un mot, euh, la Perfide. perfidie. Perfidie. OK. Euh, OK, ouais, ben, il est perfide. On va noter. Ambitieux. Ambitieux. Oui. Donc, toi, tu le définis par des traits de caractère, déjà, directement. Bah, je connais son histoire un peu, donc oui. Ouais, OK. Donc, il est perfide, ambitieux. OK. Oui, mais alors, donc, OK. Quoi d'autre? J'en sais rien. Ça va? OK. Bon. Donc, il est perfide, ambitieux. Et alors, Toth, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur cette? Euh, C'était en lien avec Osiris, parce que il me semble que c'était lui qui l'avait découpé, et qu'après Isis a retrouvé les morceaux d'Osiris. Et voilà, c'est tout ce que je sais. Et aussi que c'est son frère. Donc, voilà, frère d'Osiris qu'il a assassiné, en fait. Il a assassiné son frère, l'a découpé, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ce que tu es en train de me dire. Bon, OK. Euh, donc, il n'est pas très gentil, Seth, hein. Il est perfide. Il, euh, il a assassiné les gens, enfin, il a assassiné son frère. Il a Il a aussi tenté découpé en... d'assassiner. Pardon? Il a aussi essayé de tuer Horus.
Ah ben, il n'a pas tué que le père, il a voulu tuer le fils, c'est ça? Oui, parce que du coup, il voulait reprendre le trône de son père. Ah, d'accord. Donc il a tenté de tuer le fils d'Osiris. Ouais, il a tenté. Il n'a pas réussi en fait, c'est ça? Oui, Il a réussi pour le père, mais il a pas réussi pour le fils. Bon. bah, c'est le fils qui l'a tué, donc. Il a tenté de tuer le fils d'Osiris, c'est-à-dire Horus. Ça marche. Bon, ok. Est-ce que vous avez... euh, donc on va continuer d'abord. Alors, qui d'autre sait des choses sur Seth? Vous avez déjà vu un film sur Seth ou un film dans lequel il y a un personnage qui vous rappelle Seth physiquement ou peut-être par ses personnalités? Non? Si, dans Le Roi Lion, l'oncle de Simba, Oscar, je crois, il me fait penser à Seth. Ah, ah Scar. ben, Scar te rappelle Seth. Oui, Ah ben très bien, très bon rapprochement, Charis. C'est super. Eh ben, en fait, si vous vous rappelez du Roi Lion, le Roi Lion, le film, c'est typiquement l'imaginaire entre Seth, Osaré, Horus pour, pour l'accession au trône. Parce qu'on a vu que Scar, je me souviens de ce film-là, Scar a tué Mufasa, Mufasa qui est le roi, hein, et donc le roi lion, et a fait porter sa forfaiture sur Simba. Et Simba a dû s'exiler et après il est revenu pour venger son père. Mais je crois qu'à la fin, c'est même pas lui qui a tué Scar. Je crois que c'est les hyènes ou les chacals. Mais bon, ça me fait penser qu'on pourra peut-être regarder deux ou trois séquences des Rois Lions. Après qu'on aura vu cette là, on va voir deux ou trois séquences de Roi Lion pour, euh, pour, pour, pour vraiment voir les similitudes entre l'histoire de Seth et Osiris. C'est une bonne idée, ça. Ok, alors après, qui d'autre? Bon, ben on va attaquer sur le plan iconographique. Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous pouvez me décrire Seth? Alors, qui veut prendre la parole? Qui veut bien me décrire moi Seth? je veux bien. Alors, Charis, Il a un corps d'humain, mais sa Charis, tête, je sais pas ce que c'est. tu peux parler un petit peu plus fort parce que tu es loin de ton micro ou alors tu as peut-être un casque, un truc comme ça. Non, 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 je suis loin de mon micro, c'est pour ça. Tu es loin de ton micro, donc essaie de parler un peu plus fort puisque comme on enregistre, il faut que le son sorte bien. Donc tu disais il a un corps d'humain, ben en fait comme toutes les divinités qu'on a vues, Oui, euh, mais sa tête, je sais les- pas c'est quel animal ou qu'est-ce que c'est en fait. ah donc il a toi donc tu regardes sa tête, donc décris-moi sa tête, alors c'est quand même une tête bizarre effectivement. Il a deux oreilles, ou je sais pas, des antennes. Sa tête, elle est un peu comme... je sais pas comment expliquer, mais elle est arrondie un peu. Elle a une sorte Avec, de trompette, hein, c'est pas une vraie trompe, hein, c'est pas une vraie trompe, mais ouais, il a une bouche allongée, quoi. C'est ça? oui. Donc il a deux, sur la tête, il a deux oreilles bien pointues et carrées, hein, et il a une sorte de trompe. Ok, bah oui, c'est ce qui le caractérise en fait.
dans toutes les iconographies qu'on voit sur lui là. C'est un animal assez bizarre. Alors c'est vrai que on verra tout à l'heure que ça a fait l'objet de ça a fait couler beaucoup d'encre parce que on a essayé par tous les moyens de retrouver cet animal dans la nature parce que on a vu que les Égyptiens anciens, euh, au niveau de leur divinité, leur associaient des animaux terrestres, hein. Donc là, on a essayé de voir de quel animal il s'agit, de quel animal parlaient les anciens Égyptiens en dessinant cette tête sur cette divinité-là. Donc en tout cas, alors moi je dis divinité, je ne sais même pas si c'est une divinité. Alors qu'est-ce qui pourrait me dire pourquoi c'est une divinité? Parce qu'il a une couronne dans la main. La croix ancre dans la main, ok. Et le bâton Et, aussi. et Bâton. Enfin, le le, sceptre. le sceptre, oui, on pourrait dire ça. Euh, à ce stade-là, on peut dire ça, effectivement. Ok. Alors quoi d'autre sur les images? Donc en fait, c'est la tête qui est caractéristique, hein. En plus du fait que il a les attributs des divinités qu'on a retrouvés sur Moi, toutes les moi, la tête, Alors, il y a quelqu'un qui commençait à parler. moi, la euh, tête de Seth, ça me fait penser à celle d'un. d'un, ça te fait penser à la tête de quoi? D'un loup? Moi, la tête de Seth, ça me fait penser à la tête d'un tatou. D'un tatou. Ok. C'est quoi un tatou? Euh, un tatou. Alors, on va regarder ce que c'est qu'un tatou tout à l'heure, parce que moi, je sais plus ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Un tatou. Bon, on va regarder tout à l'heure. Ça te fait penser à un tatou. Ah ben, je vais taper tatou, on va regarder c'est quoi. Alors, un tatou. Un tatou, animal. Animal. Ah, un tatou. Ah oui, ok. C'est dans la famille des pangolins et compagnie, quoi. Oui. Euh, c'est ça, ah oui, ben, vous voyez l'écran là? À l'écran? Ouais, c'est vrai, la tête ressemble, hein. Il y a les oreilles, le groin là, un peu. Ok, un tatou. Mais on verra tout à l'heure dans le texte, il y a plein d'autres images, plein d'autres animaux auxquels on rattache cette. Ok, bon, on va pas prolonger, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc je reviens à 7. Ah mince, je suis parti du coup. Excusez-moi. Je vais rester sur tatou là et 7 c'est là. Ok, donc un tatou, voilà. Mais bon, je pense que donc à part la tête, le fait que ce soit un dieu, il y a d'autres images qui vous parlent, qui sont différentes et que vous pourrez interpréter à ce stade. Par exemple, cette image-là, qu'est-ce que ça vous dit? Parce qu'on voit bien que c'est cette là. La tête caractéristique du personnage, c'est cette. Il Mais tue quelqu'un? là, qu'est-ce qu'il fait? Il a une lance dans les mains, c'est vrai, Il et tue un serpent. il tue un serpent. En tout cas, voilà, il essaie de planter sa lance dans la bouche d'un serpent. Bon, c'est bien. C'est exactement ce qu'il fait. Donc, il est sur une barque. Voilà, il est sur une barque, au bout de la barque, et il terrasse un serpent. Et ce serpent, vous savez ce que c'est que ce serpent? Horus? Non, Osiris. Non, Osiris n'a jamais été représenté sous forme de serpent. Ce serpent-là, qui est vraiment très long, il vous rappelle quelque chose? Quelqu'un? Non?
Pas du tout. Apophis. Alors, c'est très loin ce que tu. C'est très. Tu parles très très loin de ton micro, Tot. Mais effectivement, c'est Apophis. Parce qu'on avait vu qu'Apophis, on l'a évoqué brièvement, hein, Apophis, c'est lui qui combat Ré dans l'invisible, dans la droite. Apophis combat Ré, Ré qui est là. Donc, et 7 a été chargé de défendre Ré contre Apophis. Donc, c'est l'une de ses caractéristiques aussi, 7. Dans son histoire, dans l'évolution de son histoire, on a d'abord chargé de protéger le royaume, de protéger Ré. Et c'est cette image qu'il explique. Donc, il est en train de combattre Apophis là. Donc, c'est bien. Donc, c'est une de ses caractéristiques. En tout cas, sur les images que l'on voit se rapportant à 7, il y a au moins la tête qui est caractéristique. On va essayer de voir quel animal c'est, puisqu'on même les scientifiques ont planché sur cet animal-là, ils ne l'ont pas vraiment retrouvé, mais il y a plusieurs images, plusieurs animaux qui se rapprochent de lui. Donc là, on va passer on va aller directement sur peut-être Wikipédia pour lire un peu le premier paragraphe, tout du moins, sur 7. Comme ça nous donnera un peu plus d'éléments sur lui. Donc là, je suis sur Wikipédia et sur 7. On va le lire et le commenter rapidement. Donc 7, c'est qui? Qu'est-ce qu'il veut bien lire? On doit lire jusqu'à où? Premier paragraphe, là déjà, jusqu'à ici, orage, etc. Donc 7 est une des plus anciennes, etc. S'il te plaît. Si tu veux lire. Seth est l'une des plus anciennes divinités égyptiennes. Sa représentation au museau effilé et aux oreilles dressées mais tronquées est une composition hybride née de l'imaginaire des Égyptiens des temps prédynastiques. Cette iconographie monstrueuse est peut-être inspirée de l'Oryctérope, un termitivore fouisseur de savane africaine. Dans le mythe, Seth est le dieu de la confusion, du désordre et de la perturbation, ce que souligne l'écriture hiéroglyphique dans laquelle l'animal sétien sert de déterminatif pour des concepts négatifs: autoritarisme, fureur, cruauté, crise, tumulte, désastre, souffrance, maladie, orage. Ok. Bon, donc là, à partir des textes, on commence à nous décrire un peu le personnage, et c'est un personnage sombre, hein. Sombre. Alors, deux choses. Donc, l'animal dont sa tête, qui représente sa tête, on a essayé de le décrire. Il y a plusieurs pistes, dont l'un qui est sérieux, c'est cet animal-là, que je vous montre un peu à l'écran. C'est l'Oryctérope, qui est un animal que l'on trouve en Afrique, vraiment en Afrique subsaharienne. Donc, c'est l'Oryctérope. Donc, c'est un mangeur de termites, on va dire. C'est un mangeur de termites qui a un museau très long parce qu'il peut envoyer son museau très loin dans le trou des termitières. Et ça lui permet d'aspirer, de manger des termites. D'accord? Voilà, vous voyez, ça c'est les termites. La structure d'une termitière avec voyez, tout ce qui est un peu lézardé là, c'est les galeries qu'empruntent les termites. Donc avec son long museau, il peut aller chercher
il peut aller chercher les termites dans les galeries des termitières. Ok. Alors ça, c'est sur l'aspect, sur la tête. Sur la tête. Donc, quand on voit une iconographie comme ça dans une écriture et on voit cette tête sur une divinité, ça nous renvoie, ça confirme qu'on parle de Seth. Après, donc, dans les mythes dans lesquels on parle de Seth, c'est toujours un personnage qui est là pour créer le désordre, la perturbation. Donc, il est autoritaire, il est quelqu'un qui est tumultueux, etc., etc. Donc ça, c'est son trait de personnalité, un peu comme l'évoquait tout à l'heure Charis, quand elle a dit qu'il était perfide, ambitieux, etc. Donc c'est quelqu'un qui se laisse pas faire, en fait. D'accord? Alors, on va lire le deuxième paragraphe qui est intéressant aussi. Quelqu'un d'autre peut le lire? Qui veut bien lire le deuxième paragraphe, s'il vous plaît? Moi, je veux bien. Vas-y. Maître du tonnerre et de la foudre, il exerce sa puissance sur les marges de l'Égypte que sont contrées désertiques, les zones arides et les pays étrangers à plaine du Nil. Seth fut un dieu complexe. Sa nature brutale se manifeste plus particulièrement dans un comportement sexuel agressif, tant homosexuel avec Horus, qu'hétérosexuel avec de belles déesses qu'il poursuit dans ses dualités. Sa puissance désordonnée contribue néanmoins à l'équilibre cosmique. Selon la vision égyptienne, les forces destructrices sont en lutte perpétuelle contre les forces positives. En cela, Seth s'oppose à son frère Osiris, symbole de la terre fertile et nourricière. Dès les textes des pyramides, Seth est l'éternel rival d'Horus. Au cours d'une lutte, il arrache l'œil de son adversaire qui, en retour, le blesse aux testicules. L'antagonisme des deux dieux illustre la double nature de Pharaon qui unit en sa personne ces deux forces contraires mais complémentaires. Si Horus est le dieu de l'ordre pharaonique, la puissance irraisonnée de Seth participe à la symbolique royale en tant qu'image de la force violente et déchaînée que le roi déploie contre ses ennemis. Protecteur de Ré, Seth combat le serpent Apophis et participe donc à la bonne marche du monde, bien qu'inquiétant et lié des forces aveuglement destructrices. Seth est cependant plus un dérangeant fripon qu'un démon maléfique, du moins dans les mythes anciens. Ok, merci. Donc là, on nous parle de trois aspects, notamment quand on parle de tonnerre, de foudre, etc., ça vous renvoie au ciel, en fait, ce qui se passe dans le cosmos, on va dire. Puisque on a vu que les divinités avaient vraiment une lecture, on avait sur les divinités une lecture terrestre et une lecture cosmique. Et les manifestations de Seth au niveau du cosmos, c'est le fait que ce soit le dieu de la foudre, du tonnerre, etc. Et comme on vient de voir tout à l'heure que c'était un personnage tumultueux, ben on comprend tout de suite qu'on associe en fait la foudre à ce personnage-là. D'ailleurs, si vous faites un petit peu de recherche, dans d'autres mythologies, on a des personnages qui peuvent se rapprocher de Seth
comme ça, qui sont aussi des dieux de la foudre, de la guerre, etc. Notamment, Monsieur, moi j'en connais du côté de par chez moi, euh, chez les chez les Evé, les Fonds, même chez les Yoruba, on a des dieux que l'on pourrait associer à cette, notamment chez les Evé, c'est Oshun, c'est-à-dire le monsieur, moi, Legba. je vois pas l'image. Ah, vous voyez pas Ben, mon frère il voit, mais pas moi. ah ben c'est chez toi alors, parce que je pense que tous les autres le voient, non? Oui, il est dit que la vidéo est en pause. La vidéo est en pause. Alors, euh, euh, est-ce que les autres voient l'écran? Oui. Ben, Oui, alors, moi, la vidéo, elle tourne, hein. Je vois pas. Peut-être qu'il faut relancer ta machine parce que la vidéo, elle tourne. Elle tourne. C'est pas chez moi. Ça doit être chez toi. D'accord? Ça doit être chez toi. Et donc, j'expliquais que 7, on peut le retrouver dans d'autres univers culturels en Afrique, puisqu'il y a des divinités qui se rapprochent de 7 par leur description. Je parlais de Oshun ou bien Oshu, euh, chez les Yoruba par exemple. Euh, donc voilà, il est le dieu du tonnerre, mais quand on revient sur Terre, au niveau de la première phrase là, on nous dit que par, on va dire, par opposition à Osir, eh bien, il représente les zones arides, désertiques, les contrées désertiques. Donc vous voyez un peu l'analogie entre Ouzir, qui est la divinité qui apporte l'agriculture, qui apporte la bonté, qui apporte vraiment la bienséance, et là, un personnage un peu trouble qu'on lui oppose et qui prend les caractéristiques au niveau cosmique bah, du tonnerre, de la foudre, etc. Et sur la Terre, bah, déjà, on commence à lui attribuer tout ce qui va pas, quoi. Donc, il vient des zones désertiques, dans les zones arides où rien ne pousse, etc., etc. Et voire même des étrangers, hein, des pays étrangers. Et on va voir qu'au fil des millénaires, Seth va être associé à des personnages qui ont voulu faire du mal en Afrique, notamment les Occidentaux, par exemple. Donc, on le verra dans le texte. Donc, c'est un dieu qui, qui est complexe par sa nature un peu sombre, voilà, par sa nature sombre. Et donc on évoque dans les textes, parce que c'est pas des supputations, hein, ce qui est transcrit ici, c'est les textes des pyramides, les textes des sarcophages qui sont retranscrits. Et dans ces textes-là, on a parlé un peu de l'homosexualité de Seth, donc vis-à-vis de Russes d'ailleurs, il y a des, dans les textes des pyramides, des endroits où on parle de Seth et qui avait des envies euh, envers Horus. Donc ça, c'est dans les textes que c'est décrit. Donc cette caractéristique, elle est décrite pour Seth. Et après, on le décrit aussi comme quelqu'un de violent et quelqu'un qui court après les déesses, les, après les déesses, après les femmes, on va dire, d'accord, avec assiduité, c'est-à-dire que c'est un harceleur, quoi. C'est un harceleur. Quand on met comme ça euh, les déesses qu'il poursuit de ses assiduités, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a de cesse de d'importuner les déesses. Donc c'est les traits de caractère de quelqu'un qui est turbulent, quoi, qui est harceleur. Hein. Donc il n'est pas
c'est pas quelqu'un de simple, il est désordonné. C'est-à-dire c'est lui qui, on va dire singulièrement, crée le désordre. Partout où il est, il crée le désordre. D'accord? On a vu que il a tué son frère, donc c'est la deuxième partie du texte. Hein. Un Seth s'oppose à son frère, donc il le tue, et après il veut prendre sa place, et d'où le conflit entre lui et Horus. Et sur la fin, on dit qu'il est protecteur de Rê et il combat le serpent Apophis. C'est l'iconographie qu'on a vue tout à l'heure, le schéma qu'on a vu tout à l'heure, où il a quand même une fonction après chez les dieux, c'est de garder Rê et de le protéger contre les forces peut-être encore plus sombres que lui. Comme il est un guerrier, il a été choisi pour protéger Rê, qui dans l'Énéade en fait reste son arrière-grand-père, hein, son arrière-arrière-grand-père d'ailleurs. Donc vous voyez les caractéristiques que l'on peut associer à cette. Et quand on continue à lire, on ne va pas le lire, mais quand on continue à lire brièvement le dernier paragraphe là, vous voyez que dans le monde grec, Seth a été associé à Typhon, hein, qui est une divinité malfaisante chez les Grecs. Vous voyez? Donc, en opposition, il faut voir Seth en opposition par rapport à Ouzir. Donc, est-ce que jusque-là, ça va, ça vous plante le décor du personnage? Est-ce que vous cernez vraiment le personnage là? S'il y a des questions, dites-le avant qu'on continue. Là, on va passer à la deuxième partie, qui est la lecture du nom de Seth. Ça va? Comme je ne vous vois pas, dites-moi si ça va. Ou si vous avez une question. Ça va? Bon. Donc, on va lire le nom de Seth. On va faire un petit exercice. Alors, vous voyez ici, Seth s'écrit de deux ou trois façons. D'abord, la première ligne là qui est là, il y a des signes qui permettent de lire le nom de Seth. Je vais vous en projeter deux ou trois, comme ça on va essayer de le lire ensemble, sachant que de ce que je vous ai expliqué, les deux derniers signes que sont l'animal et la divinité permettent de renforcer ce qu'on va lire sur la gauche, parce que c'est ce qu'on appelle chez les égyptologues ici l'animal et le personnage. On ne les prononce pas, ce ne sont pas des signes qui sont prononçables, mais c'est des signes qu'on appelle des déterminatifs qui permettent de renforcer l'idée que l'on se fait du texte. Et en l'espèce là, on a dessiné au niveau du déterminatif un animal, sorte de chien, avec les oreilles dressées et une queue fourchue dressée également, couplée d'une divinité. Donc là, sans même lire ça, on sait que c'est de Seth qu'on parle. C'est Seth en fait. Alors comment donc on lit cette graphie? Je vais basculer sur mon fascicule des hiéroglyphes et puis on va voir comment on lit les graphies. Et pour ça, il faut que je change mon écran, je crois. Il faut que je partage un nouvel écran. Alors, je vais y aller, partager mon écran. C'est celui-là. Partagez votre écran. Donc, vous voyez mon écran là? Vous voyez les iconographies? Mince. Voilà.
Donc, le premier signe qu'on a vu tout à l'heure, c'est celui-là. C'est le signe du jonc. C'est une sorte de plante qui d'ailleurs servira à faire les papyrus après. C'est le signe du jonc. Et on le lit comment? Nesut ou sout. Vous voyez? On lit ça, Nesut ou sout. Donc déjà, au niveau du son, vous avez le son sou, sout, sout. D'accord? Donc, retenez ce son-là, sout. On va chercher le deuxième iconographie qui est en fait, je vais passer vite, parce que moi je l'avais repéré pour vous, on va aller vite directement à la zone. 78, je l'avais trouvé. Voilà. On avait, voilà, ce signe-là également, qui est une sorte de corde, corde enroulée, corde levée, qui représente le chiffre 100 chez les Égyptiens, mais qui se lit aussi chet ou chenet. Chet. Donc, sous chet. Le troisième signe, c'est une galette, une demi-galette, un demi-pas. Donc, on a l'habitude, un demi-pas, c'est un T. D'accord? Et la dernière lettre la plus importante, je vais aller la chercher, la page 79. Je vais aller la chercher. Ah, c'est peut-être que j'ai dépassé, 79. Non, c'est peut-être plus loin. Tac, tac, tac. Voilà. Et le dernier signe, c'est le cercle strié qui se lit K. KH. Le cercle strié qui se lit KH. Donc, je récapitule. On a un premier signe qui est le jonc, qui se lit sout. Après, on a la corde lovée qui se lit chet. Le T, c'est la galette, c'est le T. Et puis, le cercle strié se lit K. Donc, si je reviens à ma graphie sur Wikipédia. Je vais revenir à ma graphie, partager mon écran. Je reviens à la graphie qui est là. Donc, vous voyez mon écran. Donc, je reviens à ma graphie. Donc, je répète, ici, c'est sout. Sout. Ici, c'est chet. T. Et le dernier là, c'est KH. Donc, en fait, 7 se lit soutek. Souktek. En fait, les Égyptiens, les égyptologues ont du mal à lire les graphies parce que le son que prononçaient les Égyptiens anciens s'est perdu au fil des années. Donc, pour pouvoir prononcer les sons, on est obligé souvent de mettre des voyelles pour pouvoir les prononcer parce que l'écriture égyptienne est plutôt faite essentiellement avec des consonnes, les consonantiques. Donc, cette graphie-là se dit Soutek. Soutek. Et donc, si on veut lire les deux derniers qui sont là, l'étoffe tressée, je vous dis, se dit S-T. Donc, c'est 7, c'est-à-dire S-T. Ça, c'est un déterminatif qui veut dire c'est une brique ou un terrain aride. Un terrain aride ou une brique sur lequel rien ne pousse. Donc, c'est 7. Et on a vu
tout à l'heure que c'est un personnage auquel on associe à quelque chose d'aride, quoi. Donc, c'est le déterminatif qui permet de montrer que quand on fait ST, 7, avec ce déterminatif, c'est de 7 dont on parle. Ou alors, ce dernier signe, c'est ce signe qui est là, c'est un verrou. Un verrou. Donc, il se lit également S. Ce verrou-là, ça se lit S. Donc, je ne refais pas l'exercice de repasser par le fascicule, mais ça se lit S. Donc, ST, donc renforcé par ce signe-là qui est en fait le pis d'une vache. C'est une sorte de, on va dire, oui, les seins avec le ventre de la vache avec les, euh, les pis, comment on appelle ça, les tétons hein, de la vache et la queue. C'est ça, ça représente ça. Et ça se lit KH, KH comme ce signe-là, comme ce signe-là. Toi tressé, le cercle strié. Donc, ça se lit soute. S-T. Donc, pour le prononcer, ça fait soute. Donc, 7 peut se lire 7, soutek, soute. Et dans nos langues africaines, je pense qu'on pourrait retrouver des noms qui se rapprochent un peu de 7. Je ne sais pas, il n'y en a pas qui me vient en tête là comme ça, mais Sitou, par exemple, oui, Sitou, moi je connais des gens qui s'appellent Sitou en Afrique de l'Ouest. Je pense que ça pourrait se rapprocher de 7. Donc voilà, je voulais faire ce petit exercice pour vous montrer comment, à partir des graphies, à partir c'est pas l'alphabet, mais en tout cas des signes hiéroglyphiques, on peut commencer à lire les graphies. Ça va? Donc, j'ai pas de retour, donc ça veut dire que ça va. Donc, on va avancer rapidement sur le texte et voir la deuxième partie. Bon, ça, on va pas l'aborder, mais c'est cette l'Érythréope, c'est-à-dire qu'il y a des savants qui ont écrit sur cet animal-là en rapport avec Seth. Parce on voit ici dans le texte, je parcours rapidement, on voit qu'il a des traits de caractère et quand il est énervé, etc., il émet des cris sourds qui sont proches de celui de la hyène. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses qui nous permettent de nous dire peut-être que c'est de cet animal dont on parle, quoi. Donc j'avance rapidement. Ici, c'est toutes les iconographies, enfin plutôt les signes qui permettent de renvoyer à 7. Donc on voit ici, c'est 7, 7, 7, 7, on a vu, 7, 7, 7. Ici, c'est sous, puisqu'on a ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jonc qui se lit soute. Donc, avec l'oiseau là, c'est ou aussi, donc ça se lit soute, mais c'est 7. Vous voyez, ça c'est l'hiéroglyphe de 7. Ici, c'est un peu les caractères de 7. On les a évoqués un peu tout à l'heure. C'est le personnage qui se rapporte un peu à ces caractéristiques-là, la crise, la rage, souffrir, perturber, l'orage, etc., rugir, tonner, tout ça, c'est des traits de caractère de notre personnage qu'on est en train d'étudier, 7. Et donc, je voulais aller à sa naissance. Donc, sa naissance, voilà, on va lire cette partie-là, sa naissance. On va lire la naissance de Seth, qui n'est pas une naissance facile. Donc, qu'est-ce qu'il veut me lire? La partie sur la naissance de Seth.
Vas-y, je crois que c'est top, mais t'es loin de ton micro. Oui, c'est moi. Vas-y, c'est encore un peu loin, mais essaie de parler dans ton micro. Dès les débuts de la civilisation égyptienne, Ah, c'est très loin. Je sais pas. Euh, tu es sur un ordinateur ou un téléphone? non, c'est le micro de mon téléphone. Bah, c'est le micro de ton téléphone. Il est, il est très loin. Mets-le un peu sur la bouche. Ah, peut-être que tu regardes directement sur ton téléphone aussi, c'est pour ça. Oui, Bon, alors essaie de parler un peu plus fort alors, s'il te plaît. On t'entend alors, plus là. dès les débuts de la civilisation égyptienne, une des épithètes les plus employées au sujet de cette est Non, en fait, Todd, s'il te plaît, je vais lire parce que, ou alors quelqu'un d'autre peut lire parce que là, on n'entend pas. Qu'est-ce qu'il veut lire? Parce que Todd, on l'entend pas, on l'entend trop loin. Donc ça va pas passer dans l'enregistrement. Moi, je veux bien lire. Attends, c'est qui? C'est Oui. Naëli, s'il te plaît. Vas-y. Dès les débuts de la civilisation égyptienne, une des épithètes les plus employées au sujet de Seth est fils de Nout. Utilisée sans aucune autre précision, elle est connue pour être le synonyme de Seth. Les textes n'évoquent toutefois pas d'amour ou de tendre attachement entre la mère et le fils. Seth et Nout sont deux des 9 divinités de l'Énéade d'Héliopolis, composées d'Atum, le dieu créateur de Chou, et Tefnut, le souffle et l'harmonie, Geb et Nut, sol et voûte céleste, et des quadruplés Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Dans les termes primordiaux, Atum a donné naissance à un couple mâle et femelle, Chou et Tefnut, en éjaculant dans sa main à leur tour. Ces jumeaux ont donné naissance à un couple divin, Geb et Nut. Dans sa naissance, Seth perturbe le processus régulier de la création en venant au monde d'une manière hors norme. Selon le grec Plutarque, autour du IIe siècle, d'un traité sur la mythologie égyptienne, Seth, qui assimile à Typhon, est né le troisième des 5 jours épagomènes. D'accord. Donc c'est bon. Je pense que le texte nous plante bien un peu le décor, nous rappelle un peu l'Énéade avec la graphie qui est juste à côté là. On voit Geb allongé sur le sol, euh, Nout qui le recouvre et Chou qui les sépare. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît puisqu'on l'a vu dans l'Énéade. Et on dit que Seth, c'est le fils de Nout, mais que entre la maman et le fils, il y a, il y a des amours, quoi. Et dans les textes, il y a des endroits où on dit que Seth n'est pas né par des voies naturelles, il était impatient, tumultueux dans le ventre de sa mère, il est sorti par un flanc. Euh, bon, il est sorti de Nout par un flanc. Alors quand on sait que Nout, c'est le ciel, la voie lactée, etc., et qu'on imagine Seth, l'éclair, on peut faire des associations dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, c'est un peu ce que ça représente en fait. Le fait que Seth sorte de Nout comme ça, de façon violente. C'est ce qui explique un peu l'aspect cosmologique des choses. Quand on parle de la naissance de Seth un peu tumultueux, de ça dont on veut certainement parler. Donc, alors que les autres naissent normalement, tranquillement, c'est-à-dire Osiris, Isis, naissent normalement, et Seth, lui, il n'a pas attendu son tour, il est sorti. Il est sorti directement du ventre de sa mère par le tumulte. Et donc, dans les Énéades,
quand on parle de l'avènement des dieux qui sont issus de Geb et Nout, on avait parlé de l'histoire du calendrier. Seth, c'était le troisième qui était né après Ouzaré, Ouzir, Horus l'Ancien, Seth, Isis et Nephthys. Donc ça rappelle un petit peu les 5 jours et Pagomène. Donc c'est de cette histoire que veut parler ce paragraphe-là. Je voulais juste vous rappeler ça par rapport à l'Énéade. Ça va? Il y a des questions? Non. N'hésitez pas à poser des questions, hein, d'accord? Donc là, on voit un peu, on continue à voir le personnage, quelqu'un de tumultueux, même pour sa naissance, impatient de naître comme tout le monde. Et ben lui, il veut naître autrement. Donc il transgresse les choses et puis il naît en défiant toutes les règles naturelles. D'accord? Et dernière partie de ce que je voulais évoquer sur Seth, c'est son lieu de culte. Donc je vais descendre un petit peu. Son lieu de culte. Donc le meurtre d'Osiris, on en parlera, je passe là parce que on va lire l'histoire vraiment entre Seth et Osiris, comment il s'y est pris pour tuer son frère, etc. On va l'aborder la prochaine fois. Le mythe originel, tout ça, on va le passer. Et je vais aller directement au niveau de ces lieux de culte. Ouais, vous voyez ici, il y a un texte, il y a une partie sur 7 violeurs des déesses. Donc ce paragraphe explique comment il courait après les déesses. Nephthys, on en parlera. Isis, on en a déjà parlé. Et je vais vers la fin. Vers la fin, les lieux de culte. Voilà. Les lieux de culte. Donc ici, c'est pour parler un peu des zones où on voit un culte à Seth sur la géographie de l'Égypte antique, les lieux de culte tout au long de l'histoire de l'Égypte pharaonique. Le dieu Seth a bénéficié de cultes au même titre qu'Osiris, qu'Isis, etc. Et en fait, les zones où son culte a été le plus marquant, c'était les zones à la lisière du désert. Donc les routes qui mènent vers le désert. Donc, c'est-à-dire que là, on met les hauts lieux de la croyance ont été le temple de la ville de Noubt, le temple de Ser-Mérou, le temple d'Avaris, c'est-à-dire depuis Ramsès. Donc ces 3 sanctuaires sont à présent complètement rasés, détruits, mais c'était des zones un peu désertiques. Donc ça renvoie au thème sur Seth, que c'est un personnage qui n'est pas doux, quoi, qui est vraiment qui renvoie à la j'allais dire sécheresse, mais c'est quelqu'un de sèche, quelqu'un de qui ne cherche pas l'harmonie, qui cherche à toujours détruire les choses. Donc voilà ce que je voulais vous dire brièvement sur Seth, et je vais finir par ce que j'ai vu là dans le texte, c'est les jeux, parce qu'on représente Seth. Il y a tellement de choses à dire sur lui, mais en 1 heure, on peut pas tout dire. Je vais à la fin. Ici, voilà. Donc, on dit, par rapport aux jeux, par exemple, dans les jeux vidéo,
pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller voir dans certains jeux vidéo, on parle de 7 en fait. Hein. Par exemple dans le jeu de Tomb Raider, je sais pas si vous avez déjà joué à ça ou quelqu'un a déjà joué à ça, mais on parle de 7 dans ce jeu vidéo là. On parle de 7 également dans Stargate. 7 est l'un des nombreux méchants qu'on appelle les Goa'uld. Je sais pas comment ça se dit, hein, je sais pas si vous connaissez. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que 7, en fait, ou alors les divinités qu'on est en train d'étudier, il y a certains d'entre eux qu'on retrouve dans les films, dans les Marvel, dans les dessins animés, etc. Donc, vous, vous faites attention, vous aurez des regards un peu différents quand vous voyez les choses. Alors, je vais peut-être en profiter pour finir sur ce que nous a évoqué Charles tout à l'heure, ou alors on le verra la prochaine fois, les extraits du Roi Lion. Donc on le verra peut-être la prochaine fois. On va arrêter là pour aujourd'hui sur 7. Donc on va conclure sur 7 et j'aimerais vous voir en fait chez vous déjà ce que vous avez compris de lui et qu'est-ce qu'il vous évoque en fait. Donc voilà, on va conclure sur ça aujourd'hui. Ah mince, voilà. Attendez. Hop. Donc allez-y, vous avez la parole pour aujourd'hui, puisque après Ouzir, après Aceta, là on voit 7, et la prochaine fois on lira vraiment l'histoire d'Osiris et 7, et on verra la passion de Isis pour Osiris, pour faire la boucle. Donc là, sur 7 aujourd'hui, vous avez la parole. Qu'est-ce qu'il veut me dire, ce qu'il a compris, ce qu'il n'a pas compris, et ce que 7 évoque. Moi, je veux bien. Vas-y, Tot. On m'entend bien là? On t'entend mieux, oui. Ok. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était cool. J'ai bien aimé. Par contre, oui, pour sa tête, moi aussi, ça m'a un peu surpris parce que c'était assez bizarre quand même. Euh, et après, voilà, c'était cool. Mais il y a un seul truc que j'ai pas trop, qui m'est revenu par après sur son iconographie, c'est pourquoi il a des bracelets aux bras, aux poignets et aux pieds. Ah, écoute, toi, tu as vu des bracelets aux bras, aux pieds. Donc ces bracelets-là, ça, Oui, ben, oui, c'est ça. on va rechercher parce que je ne sais pas si c'est une particularité de 7. Est-ce que les autres divinités, est-ce que tu n'as jamais vu ça sur d'autres divinités? C'est la question, c'est ça? Je pense pas avoir vu ça, non, sur les autres. Donc ça t'a interpellé. Mais écoute, bonne question, je sais pas. Pourquoi il y a des bracelets aux bras, aux pieds? Mais il a des bracelets aussi au niveau du poignet et au niveau du bras. Hein. Oui. Ouais. Ben écoute, est-ce que quelqu'un sait? Non? Bon, ben ça fait. C'est une bonne question. On va essayer. Parce que moi, je sais qu'il y a chez les femmes, elles avaient des bracelets au bras, hein, dans certaines iconographies. Je sais pas si
je vais en profiter. Alors, on va regarder. Si je tape Isis, Égypte, par exemple, je vois ces iconographies. Alors, ben voilà, regarde. Isis, elle avait déjà ça aussi, hein. Vous voyez ou pas? Je sais pas. Je sais pas si vous voyez. Oui, oui, on voit. Ben, vous voyez, Isis, elle a les mêmes attributs que Seth, hein. Elle a les bracelets au bras, là, au poignet, aux pieds. Donc, c'est pas un attribut spécifique à Seth, hein. Je pense pas. Ok. C'est du décoratif. Bah, sinon, Si à je part ça, prends, bah, moi, j'ai bien aimé. ouais, ben, si je prends Osiris, pareil, je vais juste regarder Osiris, les images. Osiris, alors lui, il est particulier parce que il est représenté en fait en une sorte de momie. Il est représenté sous forme de momie. Donc on voit, bon, bah lui, il est un peu différent. Donc il est représenté sous forme de momie. Mais les autres, je pense que les autres divinités, Nephthys et tout ça, ils ont les bracelets. D'ailleurs, dans les, je sais pas, peut-être que les filles, vous devez connaître ça. Dans les bijoux que portent certaines dames en Afrique, elles ont encore ça, hein. Elles mettent des bracelets au bras ou au poignet. Je sais pas, vous avez déjà vu ça, les filles? Vous en avez peut-être? Ok, mais merci Tot. Alors qui d'autre? Moi, je veux bien. Oui, vas-y, Jaden. 7. Qu'est-ce que 7 évoque? Bah, moi, personnellement, ça évoque tout ce qu'on a vu, des choses assez, je dirais, assez péjoratives. Il évoque, comme on a pu voir, le désordre, la crise, etc., etc. Dans l'ensemble, je trouve que, ouais, c'était quand même une divinité assez intéressante. D'autant plus que ça évoquait pas forcément, je dirais, de bonnes choses. Donc, c'est assez original, ça diffère de ce qu'on a l'habitude de voir. Sinon, oui, dans l'ensemble, j'ai tout compris. Et moi, il y a pas vraiment quelque chose qui m'a interpellé en particulier. Moi, personnellement, les bracelets au poignet et à la cheville, moi, ça m'a pas vraiment interpellé. En fait, moi, je me doutais que ça faisait partie, c'était un peu un style, enfin, c'était plus une référence au style, quoi. Mais je savais que c'était pas forcément propre à Seth. Sinon, à part ça, c'est tout. D'accord. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui apparaît là, c'est une opposition entre Ouzir et c'est tout, et Seth. Donc il y a cette opposition. Et cette opposition-là, quand on quand on la décortique, quand on essaie de, de faire une similarité, que ce soit au niveau cosmique, au niveau terrestre, même au niveau psychologique, on voit des traits de caractère, des traits d'événements qui s'opposent en fait. Mais en fait, même au lieu d'opposition, je pense que quand on lira l'histoire entre Seth et Osiris, on verra que il fallait que Seth agisse pour qu'Osiris devienne ce qu'il est devenu. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de personnages complexes. C'est pas, c'est pas bien ou pas bien. C'est-à-dire que chacun a un rôle à jouer. Voilà. Et quand on rentre dans cet univers-là, on comprend que il faut que Seth soit là pour que Osiris puisse avancer. Voilà. Donc c'est un peu ce que révèle ce personnage-là.
Ben, merci, Jaden. De rien. C'est bon pour les autres? Quelqu'un veut Moi, dire quelque chose? Jania, vas-y, s'il te plaît. j'ai compris que c'était le dieu du mal utile. Ah, du mal utile. C'est ça, tu dis? Oui. Eh ben, dis donc, c'est super. C'est super. T'as résumé, en 2 mots, t'as résumé le personnage de Seth. C'est un mal utile, tout à fait. Il est le mal, mais il est utile par certains côtés. Il faut pas le voir comme quelqu'un uniquement de sombre, quoi. Et c'est intéressant parce que si on a le temps, on a tellement de choses à voir, mais si on a le temps, on pourra évoquer l'aspect psychologique de nos personnages qu'on est en train de voir parce que ça dépasse, ça dépasse juste les mythes qu'on est en train de lire. Hein. Ça dépasse, c'est au-delà de ça, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire que, et là, c'est très bien résumé d'ailleurs. Hein. Le mal utile. T'as trouvé ça toute seule? Oui. Et ben, dis donc, bravo, bravo, c'est bien. Ça veut dire qu'on peut pas être plus synthétique que ça, en fait. C'est très bien. Et pour les bijoux, bah, c'est pour protéger. Ah, en fait, oui, les divinités, encore dans nos cultures aujourd'hui, ou voire même dans d'autres cultures, les bijoux, les pierres, certains métaux sont utilisés pour capter les énergies. Hein. Bon, je m'y connais pas, hein, mais je sais que c'est des choses qui existent. C'est vrai. Il y a de ce côté-là, en fait, l'utilisation des bijoux. Alors bon, pour protéger, certes, mais aussi pour se faire plaisir, pour faire beau, etc. Mais comme c'est systématique sur certaines divinités, ça peut être aussi rapporté à cette histoire de protection, pourquoi pas, oui. Si, ça, complètement. Alors après, euh, il y a d'autres aspects des divinités que l'on verra. Je pense que je vous ferai un ou deux exemples là-dessus. Euh, Vraiment sur l'Afrique subsaharienne. Parce que là, quand on parle des divinités égypto-nubiennes, comme les Grecs les ont beaucoup étudiées, ils ont transposé dans leur culture et puis après c'est allé en Europe. Mais dans nos cultures aussi, on retrouve ces traits de divinité. Ces divinités, en fait, c'est l'Afrique vraiment profonde qui a donné euh, à l'Égypte antique toute, comment dirais sa mythologie. Et les Égyptiens, ce qu'ils ont fait d'intéressant, c'est que ils ont pondu une écriture et ils ont gravé les choses dans la pierre. Ce qui a permis d'ailleurs après de transmettre et d'étudier. Mais et, ces divinités-là, en fait, ou bien l'imaginaire autour de ces divinités se retrouve encore dans nos cultures. Et ça, il suffit d'observer, d'ouvrir les yeux, etc. Et Seth, euh, notamment dans la culture judéo-chrétienne, est devenu Satan. Vous voyez, euh, Seth est devenu Satan dans la culture judéo-chrétienne. Mais c'est pas le terme mal utile m'interpelle encore parce qu'en fait, euh, sans le mal, tu ne peux pas savoir ce que c'est que le bien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Sans le mal, tu ne peux pas savoir ce que c'est que le bien. Hein, donc
c'est très profond. Là, on rentre dans la philosophie, mais c'est un peu ça, quoi. Tout à fait. Merci, Jania. Et les autres? Ben, moi, j'ai compris ce que vous avez dit par rapport que sans le mal, on peut pas connaître ce que c'est le bien. Mhm. Non, c'est bien, c'est intéressant. L'animal, vous regarderez hein, sur Internet, vous regarderez. C'est toi qui as parlé de tatou, hein, c'est ça? Ou comment on dit? Tatou? C'est toi qui as parlé de tatou. Vous Non, c'est regarderez moi. l'animal. C'est Alex. C'est plutôt Adéwalé, non, c'est Adéwalé qui a parlé de tatou. Ah oui, c'est vrai qu'Adéwalé et Alex, je vous confonds. Vous avez presque la même voix. Donc, oui, l'animal en question, euh, ça sera bon. Comme ça, la tête se rapproche un peu plus de Octérope, mais il y a d'autres animaux, hein, comme le tatou, qui peuvent se rapprocher de Seth. Et d'ailleurs, on verra aussi que Seth est associé aussi à l'âne. Il est aussi associé à l'âne. Et l'âne a une fonction très importante dans l'agriculture, notamment de l'ancienne Égypte, et encore aujourd'hui dans certaines contrées en Afrique de l'Ouest, l'âne a un rôle important. Donc, Seth était associé aussi à l'âne. Donc voilà. Mais c'est un univers assez complexe. Hein. Donc, si vous vous y intéressez, petit à petit, en fait, c'est comme un puzzle géant où les choses vont s'imbriquer les uns avec les autres. Parce que l'histoire de la mythologie égypto-nubienne, elle s'est faite sur des millénaires. Donc, il y a eu des rajouts, des, des compléments, des fois des histoires un peu qui sont pas très claires, mais le fondement est resté le même, est transmis de millénaire en millénaire. Ce dont on vous parle là, Seth, par exemple, est apparu avant la dynastie égypto-nubienne. Donc, même avant la dynastie égypto-nubienne, il y avait déjà des iconographies qui représentaient Seth. Donc, c'est pour te dire qu'il y a plus de 7000 ans. Plus de 7000 ans, on parlait déjà de Seth, d'Oussaré, d'Aceta, etc. Donc, c'était Adéwalé qui parlait? Adéwalé, c'était toi qui parlais, tu as fini? Ton micro est coupé. Je ne sais pas si tu m'entends. Non, c'était Alex. C'était Alex qui parlait? Alex, tu as fini? Oui. Oui, c'est bon, j'ai fini. Ok, et donc Adéwalé, tu voulais compléter quelque chose? Non. C'est bon. Tu fais la différence entre Ouzir et Seth, Oui, oui, Osiris je vois la et Seth, différence. Oui. Nef, En fait, moi, Isis. oui. Vas-y. Mais en fait, moi, les seuls trucs que j'ai pas bien compris, c'est avec les symboles, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas les images et du coup, bah, je voyais pas. Ah, ok. Bon, on pourra refaire ça. D'accord. Bah écoute, je vais t'envoyer ça dans ton inbox. D'accord? Enfin, où tu reverras la vidéo. D'accord? C'est pour la lecture du hiéroglyphe de 7, c'est ça? Oui. Ok. Ok, ben écoutez, je pense que les autres, si vous voulez pas parler, on va se dire au revoir. Sinon, c'est maintenant. Je sais pas, Eva, Naïli, vous voulez dire quelque chose? Non? Eva, t'es là? Non, moi ça va, j'ai pas grand-chose à dire. D'accord. Bon, il faut parler un petit peu, Eva. Ton papa a dit qu'il faut parler dans dans les séances. D'accord? Et Naëli?
Ah, j'entends pas bien. Nali? Non, j'ai pas grand-chose à dire. T'as pas grand-chose à dire. Ok. Bon, écoute, on va. Et Willy, je pense que Willy, c'est pareil, tu voulais pas dire quelque chose. Donc voilà, on va se dire au revoir. Et donc la prochaine fois, on va commencer par lire l'histoire de Seth et Osiris. On va trouver un texte là-dessus. Je vais essayer de trouver un texte là-dessus. Et on va lire l'histoire de Seth et Osiris, comment il s'y est pris pour tuer son frère, le découper, etc. Et ce que Isis a fait. Puisqu'on connaît maintenant les trois personnages, on pourra lire leur histoire et voir aussi, on va voir aussi l'importance d'autres personnages comme Neptis dans l'histoire globale. Donc on va voir ça la semaine prochaine. L'histoire de la passion d'Isis pour Osiris. L'histoire d'Isis et Osiris, on va la lire la prochaine fois, un peu plus dans les détails. Vous en connaissez des bribes, mais on va lire vraiment l'histoire et on essaiera de voir ce que ça dit. Qu'est-ce que ça dit? Puisqu'on a évoqué quelques petites choses là-dessus, que signifie le démembrement, à quoi on peut l'associer. Ça va très très loin cette histoire, hein. C'est vraiment très 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 profond. Voilà, voilà. Ben, écoutez, bon dimanche à tous. Bon dimanche. Bon dimanche. Dis-moi. Bon Bon dimanche, dimanche. Nyadogo. Dimanche. Tikala malamu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vais couper l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement.